Alors, et juste pour vous décrire un peu la structure de comment on va essayer de procéder, vous l'avez vu dans l'invitation, mais l'idée c'est de vous poser déjà une petite introduction pour vous expliquer qui je suis et d'où je parle. Euh, et ensuite, on va essayer de procéder sur 4 blocs, sur 4 sections pour pouvoir avoir un dialogue plus focalisé, disons, sur les différentes sections. Donc, la première concerne l'historique des politiques à l'intérieur de l'espace européen en termes de migration à l'égard du voisinage sud, donc c'est-à-dire vers l'extérieur notamment. La deuxième, c'est sur le cadre politique, donc le Global Approach to Migration and Mobility, et en particulier, disons, sur les discours politiques qui est derrière ce cadre, et par la suite aller analyser à la fois les instruments politiques qui sont employés, et pour terminer, on va faire un focus sur la dimension plus financière et économique de ces. Mais pour cela, je donnerai la parole à une amie qui nous a rejoint, qui est Sarah, qui est une experte dans la matière. Donc, je vais essayer de commencer. Je vais vous mettre une petite. Je préparais des slides. J'ai préparé des slides qui sont, si vous voulez, assez générales. Donc, ne l'utilisez pas on va pas les utiliser comme un élément, comment dire, qui suit de façon cohérente Est-ce que vous arrivez à me voir? Non. Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est-à-dire un diaporama. Oui. OK, parfait. Donc, on garde celle-là pour commencer, et je voudrais, et après je reviendrai sur celle-là, mais pour l'instant, je vous introduis un peu la situation. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir contribuer et participer à ce processus de discussion et d'échange qui est précieux, courageux et nécessaire. D'une part, car il met en évidence l'évaluation des politiques étatiques et régionales de l'Union européenne dans des domaines fondamentaux, mais aussi dans l'imagination et dans la construction d'alternatives fondées sur la participation et la collaboration. C'est très important d'essayer de garder cette ouverture. D'autre part, c'est très important parce qu'il impose un changement de regard, des perspectives que dans les discours politiques mainstream, disons, donc de l'Europe, qui sortent de l'Europe, ne trouvent pas forcément toujours de la place. Même si une certaine bilatéralité politique et diplomatique est assumée, il est nécessaire de constater une évidence, c'est-à-dire que dans l'horizon méditerranéen et dans les voisinages sud, comme à l'échelle plus large, un bon nombre de politiques sont conçues et développées selon une orientation plutôt nette, selon une vectorialité assez claire. Donc, ce concept de vectorialité, je vous prie de le garder un peu à l'esprit parce que c'est un peu la logique dans laquelle je voudrais présenter mon intervention. Disons qu'il s'agit d'un déséquilibre qu'on pourrait considérer implicite dans toute négociation politique, mais qui est toujours plus complexe de ce qu'on croit. Car si on déplace notre focus, on peut constater que cette même vectorialité, qui n'est pas forcément nord-sud, mais plus souvent centre-périphérie, on pourrait dire, se retrouve ailleurs et à d'autres échelles. L'idée de présenter les politiques internes de l'Union européenne, c'est aussi pour vous montrer que cette vectorialité existe déjà à l'intérieur disons, des négociations entre les pays membres. Or, le processus Majalak est précieux car il a l'ambition de lire et analyser les politiques qui se dessinent le long de ces axes et ces trajectoires qui, dans notre cas, dessinent l'interaction entre l'Union européenne et les voisinages sud en particulier. Et ce qui est très important, c'est de solliciter la lecture critique et la réaction propositive des acteurs de la société civile des pays concernés. C'est-à-dire essayer vraiment de placer la question sur la dimension du dialogue et de l'interaction. Émerger aussi est devenu explicite pour les instances européennes qui se sont rendues compte qu'il est fondamental d'interpeller et de concevoir sa politique globale en matière de mobilité et de migration en coordination et en échange avec la société civile.
J'interviens aujourd'hui pour essayer d'illustrer les politiques de l'Union européenne, notamment à l'échelle de la région Méditerranée, sur une thématique qui est des plus complexes et problématique. Une thématique qui est très, très problématique, c'est-à-dire celle de la migration et plus en général de la mobilité humaine. Il s'agit d'une thématique extrêmement compliquée, interconnectée à d'autres questions également fondamentales, qui est devenue progressivement centrale dans l'agenda politique des pays membres et au niveau de l'Union, si bien au niveau interne qu'au niveau externe, donc des politiques extérieures de l'Union européenne, et qui est devenue centrale également et inévitablement dans l'horizon global. Dans un horizon ouvert dans lequel, dans les dernières 30 ans, la nécessité, en raison des conflits, émergence climatique, etc., et la possibilité de se déplacer, qui est quand même inscrite dans la Déclaration universelle des droits humains, l'article 13, se sont amplifiées. Dans ce cadre, il est question de gérer et organiser cette mobilité humaine, de l'analyser et de l'interroger selon des priorités, selon des intérêts, selon des logiques qui sont, on peut dire, très différentes. Donc, il y a plusieurs voies, et c'est l'idée d'essayer de les prendre en compte toutes. Il est important de considérer donc ici quel est le point de vue sur la migration et la mobilité qu'on veut analyser, qui est celui d'une institution de l'Union européenne qui se caractérise à la fois par un dispositif idéologique, démocratique, de liberté et de respect des droits, qui est fondateur de l'Union, et par des intérêts économiques et géopolitiques qui ne sont pas négligeables, qui sont complexes et qui s'intègrent avec ces discours. Donc, l'idée est de travailler à la fois sur les discours et sur les pratiques, et sur les politiques et les mises en place des politiques. Avant de le faire et de vous illustrer les niveaux et les situations sur lesquelles je suis, qui vont permettre par la suite de comprendre aussi pourquoi je ne serai pas très didascalique, je ne serai pas scolaire dans la description d'une technique des fonctionnements de structures de l'Union européenne et des mécanismes et des instruments politiques appliqués. Mais j'essaierai de faire plutôt une analyse, disons, éthique-politique pour permettre de cerner l'évolution d'un approche, ses objectifs, ses limites, et pour pouvoir stimuler une discussion critique constructive. Alors, la première considération, les processus majeurs se composent de plusieurs chantiers thématiques, tout extrêmement importants et tout absolument liés, interconnectés. Donc, je vous demande de considérer ces chantiers comme une pièce d'un puzzle qui va se composer petit à petit. À la fois, le respect des droits fondamentaux, les enjeux environnementaux, les questions socio-économiques, de genre, etc. Et évidemment, la question de la mobilité humaine. Et car toutes ces questions ne peuvent pas être analysées et affrontées de façon isolée, en dehors d'une perspective organique complexe. On parlera du global approach. Ce qui est vrai en soi, pour les relations et les connexions évidentes entre les différents éléments du puzzle, est aussi vrai car elles concernent tout le monde. Les institutions comme les acteurs de la société, des sociétés civiles et les populations, les pays de l'Union européenne comme les pays du voisinage sud et les autres pays, plus loin, mais liés et rapprochés dans un horizon mondialisé. L'idée donc est celle de prendre en compte, de donner visibilité et de faire rentrer dans la discussion la voix de tous les acteurs concernés, d'inscrire des perspectives différentes dans un débat constructif. La deuxième considération, plus personnelle, je suis anthropologue et je m'occupe depuis 20 ans de migration. J'ai pu consacrer des recherches spécifiques à des questions particulières comme celle des personnes migrantes décédées disparues, comme je le disais, sur la notion de ville solidaire, ville refuge, ville d'accueil, ou encore, bien avant tout ça, sur l'immigration italienne et le processus de construction identitaire. Mais les fils rouges de mon travail est consacré à l'analyse de la volonté, de la capacité et de la possibilité. Donc, les trois éléments, la volonté, la capacité et la possibilité d'un acteur social, politique ou collectif, d'un État, d'une ville de l'Union européenne, de faire face à l'altérité, à l'autre, l'anthropologue. Et donc, pour moi, travailler sur la migration, c'est travailler surtout sur les dynamiques politiques et sociales dans lesquelles ce phénomène a lieu, il s'articule, il advient. Donc, il a été inévitable pour moi de m'intéresser à l'évolution des politiques et des pratiques de gestion de la migration de la part à la fois des États-nations et des acteurs comme l'Union européenne. Donc, d'en comprendre la genèse, la logique, la forme, d'étudier les stratégies et les ajustements, d'analyser les décalages et les contradictions entre discours et pratiques, d'essayer de saisir la superposition de priorités et d'intérêts différents
et de pointer les écarts entre des postures idéalistes, discursives, disons, et une concrète réelle politique. Dans cette perspective, la connaissance du fonctionnement des structures et des instruments politiques n'est pas anecdotique, mais fonctionnelle à une analyse des politiques, à une lecture progressive qui permet de comprendre et de décrypter ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer, et de déduire ou au moins d'hypothétiser ce qui va se passer, pour pouvoir élaborer des critiques conséquentes et éventuellement essayer de proposer des alternatives constructives. Troisième et dernière considération, on a souvent l'impression que les responsables de la mise en place des différents politiques représentent un acteur univoque, unitaire. Et s'il est vrai dans un horizon politique plus formel que les positions officielles sont souvent telles, par exemple, on dit la Commission considère, etc., les stratégies politiques semblent, et donc les stratégies politiques semblent linéaires. Il ne faut pas oublier qu'elles sont le fruit d'une négociation et d'un débat interne qui est souvent complexe, car notamment dans les cas de l'Union européenne, les variables qui entrent en jeu sont nombreuses. Les factions politiques, les positions relatives des États membres, leurs relations intérieures avec les pays objets des négociations, etc. Je dis cela certainement pas pour délégitimer le rôle des instances de l'Union européenne, mais pour souligner la complexité politique, historique et géographique des processus, pour saisir les lignes de force des actions politiques et pour comprendre certaines tendances. Par exemple, pourquoi et depuis combien de temps dans l'Union européenne et dans presque tous les États membres, le dossier immigration est systématique. OK. Or, ce matin, l'idée est, à l'aide d'une introduction sur les structures qui les déterminent, de dessiner les cadres de la gestion et de la mobilité humaine et de la migration dans l'Union européenne à son intérieur, donc vis-à-vis du phénomène migratoire, ce qui nous permettra de comprendre, dans le deuxième moment, quelle est l'approche qui a été développée dans les dernières années, c'est-à-dire une approche globale à la mobilité et à la migration, de repositionner le focus sur une échelle fondamentale et intermédiaire qui est celle de la politique avec les voisins du Sud en particulier. Et pour terminer, on essaiera de discuter ensemble des stratégies, en particulier économiques, à travers lesquelles passe la politique européenne étrangère en matière de gestion de la migration. Avant de commencer, c'est un petit exercice qui ne demande pas, je passerai tout de suite au premier volet, c'est-à-dire un peu à l'historique, mais je me dis, pour vous-même, essayons de penser 2 secondes à quels sont les moments clés, selon vous, quels sont les moments qui ont marqué dans vos esprits une périodisation, une évolution de la politique européenne en matière de migration. C'est un exercice que moi-même j'ai fait sur moi. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est de considérer notre propre perception. Donc, la perception que nous, on a eue singulièrement au niveau collectif, dans nos réseaux, dans nos associations, etc., de ce qui s'est passé et quand. Quels sont les moments tournants. Donc, personnellement, j'ai saisi, par exemple, récemment, le 2011 et le 2015 comme des moments fondamentaux. Et c'est pour ça que je vais focaliser mon attention sur ces moments de passage, un peu, dans mon discours. D'accord. Alors, ce que vous voyez là, c'est une carte qui est assez datée, si vous voulez, mais ça nous permet de faire un petit résumé de l'évolution des politiques européennes. C'est ça que je vais reprendre pour l'intégrer par la suite. Et je vais voilà, il y a d'autres priorisations qu'on pourra prendre en compte. Alors, l'historique des politiques à l'intérieur de l'espace européen en termes migratoires et à l'égard du voisinage sud. On se donne, à partir de ce moment, j'essaie d'un petit quart d'heure pour avoir après, par la suite, un quart d'heure d'interaction avec vous. On commence. Quelle a été et quelle est l'évolution des politiques en matière de migration à l'intérieur de l'Union européenne? Est-ce que les priorités dans la gestion interne de la migration, de la mobilité et de l'asile peuvent nous aider à comprendre aussi comment, au fil des années, les politiques extérieures de l'Union européenne se sont déclinées? Est-ce qu'il y a une continuité, une cohérence stratégique, explicite ou implicite? Alors, on peut essayer de constituer une périodisation pour mettre en relation l'historique des politiques en matière de migration
et des événements majeurs qui les auraient déterminés. Donc, il y a une corrélation. Ou dans un autre sens, on pourrait faire le lien entre une stratégie politique de moyen long terme et d'y associer des événements, des situations qui pourraient être dans une relation de causalité directe ou indirecte, qui être en relation avec cette stratégie, cette politique. Personnellement, je pense qu'il y a un peu de deux. Et il y a un contexte général qui est profondément évolué avec l'implication d'autres variables d'ordre économique et géopolitique, notamment, qui ont impacté sur la déclinaison des politiques de l'Union européenne en matière d'immigration. C'est-à-dire, je reviens à mes prémices initiales, c'est fondamental de considérer le discours et l'évolution des politiques de l'Union européenne à la fois comme progression d'une stratégie, mais qui s'actualise et qui s'actualise en raison d'une série d'événements qui concernent, disons, la migration et la mobilité humaine en général, mais qui sont liés à bien d'autres facteurs et éléments, d'où l'intérêt de l'approche de Majalat. Dans une perspective plus large, on trouve des périodisations à partir des années 90 en général. Et c'est là que je pars d'une de ces périodisations. D'un côté, on a les processus de consolidation politique de l'Union européenne, et de l'autre, les conséquences de la chute du mur de Berlin, la déstabilisation et les conflits dans les Balkans, les conflits en Algérie, et plus en général, la déstabilisation de la situation géopolitique internationale. On pense tout simplement à la guerre du Golfe. Ces évolutions impliquent une remise en question générale de la notion de mobilité humaine, d'une part avec une ouverture d'horizon, la globalisation. Les discours sur la globalisation remontent à ces années-là, et un projet de liberté des circulations internes à lui caractérisé par une série de valeurs fondateurs et des droits conséquents qui sont affichés. Donc, à ce moment-là, l'Union européenne s'est créée, s'est constituée avec cette idée de liberté de circulation interne. De l'autre côté, avec un accès plus large à cette mobilité, avec une polarisation géopolitique qui a fait de l'Europe non seulement un territoire attirant au niveau socio-économique, mais aussi un espace de salut, un espace pour de nombreuses personnes en quête de sécurité et de protection. C'est-à-dire qu'historiquement, on peut l'Europe était déjà une région des références pour la question des droits humains, etc. Au niveau national, la situation en matière d'asile et d'immigration était très, très diversifiée. Il suffit de penser aux limites juridiques évidentes de l'Italie en matière d'asile, qui sont encore d'actualité. Et un processus très long de normalisation s'est engagé, donc à niveau intérieur. Processus très long aussi à cause de la parallèle tendance à l'extension politique de l'Union européenne, qui atteint ses limites là où commence sa politique de voisinage. C'est-à-dire que la relation et le discours sur la migration de l'Union européenne allait avec ce processus d'extension de l'Union. Un processus d'harmonisation interne qui est complémentaire à un processus d'externalisation à plusieurs niveaux, qui s'est superposé à des relations géopolitiques nationales. Et par exemple, on pense aux politiques françaises. Or, à partir de ce cadre fondateur, on peut commencer à considérer comment s'est articulée la politique européenne en matière de migration, de mobilité et d'asile. Si la mobilité interne des ressortissants des pays de l'Union européenne a été gérée de façon plutôt linéaire, c'est-à-dire que c'était plutôt clair, son prix a été une progressive redéfinition de plus en plus contraignante, un, des conditions d'accès au territoire européen, et deux, des conditions de mobilité, disons, extra-communautaires à l'intérieur. Progressivement, la question est devenue une question non plus limitée à l'espace de l'Union européenne, mais dirigée vers son extérieur, dans une géopolitique à géométrie variable, des cercles concentriques de responsabilités, d'accords, des négociations concernant la gestion de la migration et de la mobilité qui atteint une dimension globale, mais qui n'est pas forcément égalitaire. Donc, cette idée de extension et de nécessité de l'institution européenne de gérer cette mobilité à son intérieur, mais progressivement vers son extérieur. Alors, ce que vous voyez, c'est une historique qui a été qui arrive jusqu'à 2011. Donc après, je l'ai intégré moi-même, et on peut commencer à y rentrer. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne vois pas la chat avec le...
Je ne vois pas la chat avec le Ouais, diapo ouvert. on Oui, Ça t'entend. va? c'est juste peut-être parfois la voix ça Ok, coupe, donc peut-être de tendre la caméra, ça serait mieux. parfait. Super, merci. C'est bon? Ok, Oui. merci à vous. Excusez-moi. Hop, c'est parti. Alors, en 1990, on a commencé à travailler sur le règlement Dublin, qui rentrera en vigueur en 1997. Un seul État est responsable de la demande d'asile, pays d'entrée. Donc là, on commence par, disons, la vectorialité vers l'Union européenne. En 1992, le traité de Maastricht et on commence à travailler sur des résolutions pour l'harmonisation des politiques d'asile. On commence à parler des pays sûrs de demandes d'asile infondées et des fraudes. On commence à poser des restrictions pour le regroupement familial et l'admission de travailleurs. C'est-à-dire que les conditions d'entrée en européenne commencent à se déliner, à définir. En 1996, on voit apparaître la notion d'asile interne qui commence à nous dire ce qui sera l'organisation d'un système d'asile européen, les AI en 2004. Donc, mais on le voit rentrer dans le discours, dans le viseur. Et comment la dimension externe de l'asile est partie intégrante de la conception de l'asile, plus en général de la mobilité humaine et de la migration par l'Union européenne. Donc ça, c'est déjà en 1996. En 1999, le Conseil d'Amsterdam définit à la fois des normes communes sur l'asile, les conditions de circulation des personnes et la dimension du contrôle des frontières. C'est à ce moment-là que commence effectivement à se implémenter, à se structurer ce dispositif de contrôle frontalier qui devient au fur et à mesure essentiel. En 2001, Romano Prodi parle d'immigration choisie et les conseils de Laeken définissent la nécessité d'une plus large coopération dans la gestion des frontières extérieures. Une directive, entre-temps, impose des sanctions financières pour les transporteurs de personnes qui n'ont pas de titre de séjour en règle. Donc aussi la mobilité à l'intérieur du territoire européen est remise en question. Et là, ça va nous amener à tout ce qui est la criminalisation de la solidarité et à suivre. En 2002, au Conseil de Séville, la lutte contre l'immigration clandestine devient une priorité absolue. On commence à voir comment, à l'aide du développement, l'aide au développement est conditionnée aux engagements des pays du départ pour contrôler la migration. On peut noter qu'en 2002, au Maroc, il y a une loi sur le délit d'immigration irrégulière. En 2003, avec la directive Accueil, qui pose des normes minimales d'accès à la procédure d'asile, on commence à voir des limitations à la mobilité des personnes donc, dans l'asile et à la possibilité de travail. La directive regroupement familial pose des conditions qui limitent davantage la possibilité de vie ensemble de familles. Dublin 2 se définit, donc on passe de Dublin 1 à Dublin 2, et qui travaille sur le renvoi dans le premier pays d'arrivée des personnes qui seraient rentrées dans l'Union européenne. Et je parle de certains règlements, etc., comme des choses acquises. J'imagine que tout le monde les connaît, mais s'il y a des questions, on pourra revenir sur ça, notamment sur Dublin et comment la logique de Dublin peut être spéculaire, à une certaine logique de contrôle frontalier, de contrôle de la mobilité et de la migration à l'extérieur de l'Union européenne. En 2004, on a la création de l'agence Frontex pour la surveillance des frontières externes et la coopération avec des pays tiers. On met en place Eurodac, qui est une base unique des données pour systématiser et homogénéiser la gestion des données. En 2005, on a une directive sur la procédure d'asile où on définit que les demandeurs d'asile sont confinés, sont placés dans des lieux spécifiques. Donc, ça limite davantage la liberté de mobilité sur le territoire. Entre-temps, l'Union européenne commence à signer des accords de réadmission avec des pays tiers, et c'est à ce moment qu'on commence à parler d'un global approach sur migration et mobilité. En 2006, pendant que commencent les premières opérations de Frontex, le cas des Siciles, a lieu la conférence de Rabat, qui articule un plan d'action pour associer co-développement et lutte à la migration illégale.
il y a un discours de Sarkozy à Nice qui félicite les efforts pour contenir l'immigration illégale, politique assez particulière parce que l'immigration illégale, c'est quelque chose qui contredit effectivement la Charte des droits fondamentaux. Donc en 2008, passe la directive Retour, qui est très important, il faudra qu'on la retienne, qui dispose des conditions de rétention plus sévères et facilite l'éloignement des étrangers irréguliers du territoire de l'Union européenne. En même temps, à la conférence de Paris s'inaugure la politique européenne de voisinage et les accords de réadmission sont au centre du débat. Donc, autre élément qu'on doit considérer, ce sont les accords de réadmission, l'utilisation des accords de réadmission. En 2011, et c'est là où termine cette périodisation que j'ai prise dans cette première slide, augmente les moyens à disposition de Frontex pour la surveillance des frontières et signé l'accord de réadmission avec la Turquie, qui après rentrera en vigueur en 2014. Bon, ça c'est à la part sur la Turquie, on ne va pas exemplaire, disons. En 2011, on a les printemps arabes. Les printemps arabes qui marquent un tournant historique avec une déstabilisation de la région méditerranéenne et des difficiles transitions démocratiques, la crise en Libye, les conflits en Syrie, et par conséquent une réaction, si vous voulez, de la stratégie politique de l'Union européenne, qui est obligée de recadrer un peu son action, son activité. Et c'est là qu'on a une première révision entre 2011 et 2012 de Global Approach sur migration et mobilité. Par la suite, donc, à ce moment-là, on organise la stratégie politique. En 2013, il y a l'approbation du Dublin 3, mais il y a un naufrage de Lampedusa avec le lancement de l'opération Mare Nostrum et par la suite Triton, donc intervention en mer, qui change à la fois qui modifie un peu la stratégie politique et aussi change aussi les discours de l'Union européenne vis-à-vis de la migration. En parallèle, on ne rentre pas dans ces sujets, en 2014 s'ouvre le processus des Khartoum avec l'Union africaine. 2015, une autre année extrêmement importante, un tournant historique. Il y a une agenda européenne sur la migration qui est plutôt claire à ces sujets. À l'intérieur, il y a l'inauguration de l'approche hotspot et une révision de la politique européenne de voisinage. En même temps, l'opération Sophia, donc la question du contrôle de la gestion des frontières se précise. En mars 2016, on a l'accord avec la Turquie. Et bon, ça, c'est une ligne qu'on ne suivra pas aujourd'hui, mais qui est également très, comme je vous disais, très intéressante. Et il y a tout un développement des politiques qui rejoint, disons, la politique de migration et de mobilité s'intersecte avec d'autres politiques, notamment la politique de sécurité extérieure liée à la menace du terrorisme, qui rentre progressivement dans le viseur, dans le cadre, et qui va impacter sur les politiques bilatérales des pays membres. Là, on pense à la mission italienne au Niger, on pense à l'intervention française, au rôle de la France au Mali, aux interventions au Niger également de la France. Donc, à comment la question de la sécurité rentre dans le débat. Si on passe aujourd'hui assez rapidement, donc dans cette suivi, à l'extérieur, on constate que l'approche globale s'impose, et aussi avec la formalisation du Global Compact proposé par l'AEM, disons entre 2016 et 2018, et qui a été statué à Marrakech. Comme je vous le disais, la dimension globale sécuritaire, donc la dimension de l'intervention militaire humanitaire, s'impose aussi progressivement avec un volet de la lutte au terrorisme qui devient assez prioritaire, qui s'écroise à la question de la migration. Entre-temps, la gestion des frontières reste très problématique.
en particulier pour ce qui est de la Méditerranée. Je pense que vous savez mieux que moi que les nombres disons, d'accidents mortels ne se sont pas arrêtés, et au contraire. Et à l'intérieur de l'Union européenne, il y a une tension qui est liée effectivement à ce qui s'est passé en 2015, c'est-à-dire qu'une rediscussion des normes d'asile et de la gestion de la mobilité et de la migration à l'intérieur de l'Union européenne n'a pas abouti à cause d'intérêts et des conflits, disons, entre pays membres. Et du coup, là, on est encore dans une zone ouverte de négociations politiques qui est plutôt claire. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, on a à l'intérieur de l'Union européenne une négociation ouverte pour ce qui est de la gestion interne et une politique extérieure qui s'est axée, disons, sur une approche globale dont fait partie la politique de voisinage et qui s'intersèque avec tout ce qui est la dimension sécuritaire et de la lutte au terrorisme. Et donc, on passe au deuxième volet, donc un deuxième bloc de cette disons, présentation qui est destiné au cadre politique et donc au Global Approach to Migration and Mobility, l'approche globale à la mobilité et à la migration et à la mobilité. J'ai toute une sorte comment dire, dans la diapo que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai plusieurs images, mais je voudrais les mobiliser par la suite. Parce que maintenant, donc ils parleront plutôt de la gestion de la frontière et des instruments d'externalisation. Là, je voudrais me concentrer, c'est un peu peut-être moins facile à suivre, mais je vous demande un petit effort. Je voudrais vous proposer de l'analyse textuelle. Alors, faire de l'analyse textuelle sur Zoom, c'est très complexe, mais ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre ce qui a été dit un peu sur le Global Approach to Migration and Mobility, à la fois par l'Union européenne et par des pays membres. Et je vais faire un peu la même chose sur la politique européenne de voisinage. Parce que je crois que c'est important de décrypter un peu le discours, d'essayer de voir quels sont les éléments mobilisés et de voir après quelle est la correspondance entre un discours et la mise en pratique de ces discours, donc la production de pratiques. Rappelez-vous que je suis un anthropologue. Alors, je reste sans caméra parce que je ne pense pas que ce soit nécessaire. Effectivement, s'il y a un problème d'audio, c'est mieux. Alors, on a constaté comment la gestion de la mobilité et de la migration a assumé une dimension extérieure qui est aujourd'hui presque prépondérante, très importante, vis-à-vis de la permanence des difficultés de gestion d'organisation interne qui sont liées notamment aux intérêts divergents des États membres et d'autres facteurs qu'on a mentionnés rapidement. Cette tendance qui s'était déjà explicitée à partir des premières années 2000, comme je vous disais, le Global Approach for Mobility and Migration de 2005, la première politique européenne de voisinage de 2008, s'est intensifiée et s'est structurée progressivement. Je reviens sur une périodisation et du coup, il faut considérer comment, notamment à partir de 2011-2013, on peut enregistrer une volonté déclarée des institutions de l'Union européenne à s'orienter vers une gestion et un contrôle plus partagé de la mobilité et de la migration. J'utilise, ça c'est une petite parenthèse personnelle, j'utilise les deux mots ensemble car je considère que ce sont deux formes de circulation des personnes dont la définition dépend exclusivement des instances qui veulent la gérer et qui peuvent être complémentaires ou antithétiques et donc être utilisées l'une contre l'autre. Ça, on pourra en discuter. Ce n'est pas l'objet de mon intervention, mais je pense que c'est très important de... on a eu le même débat en termes plus philosophiques sur la déclaration des droits humains, des droits de l'homme et du citoyen, en termes philosophiques. Et certaines analystes disaient, est-ce que c'est nécessaire de faire une distinction entre droits de l'homme et droits du citoyen, qui sont dans la même déclaration? C'est une question. C'est-à-dire, est-ce que c'est des choses complémentaires, c'est des choses, l'un inclut l'autre,
etc. Donc, mobilité-migration, moi je pense que c'est très important de peser les mots et de les considérer parce que si il y a une logique dans cette distinction entre mobilité et migration qui est plus ou moins mobilisée par l'Union européenne. Après, quand on va voir les conséquences, par exemple, de l'approche hotspot en 2015, on voit que la mobilité, disons, la migration économique, qui va dans les sens d'une mobilité pour d'autres raisons que l'asile, devenait l'argument qui justifiait un contrôle et qui imposait une sélection. Donc, moi, je pense que c'est très important de rentrer dans comment dire, de garder présent l'usage de mots. Hein. On parle de mobilité et migration pour des raisons légitimes, mais il faut être vigilant, quoi. Je pense que c'est très important d'être vigilant sur l'évolution de cette relation entre la mobilité et la migration. C'est une suggestion et c'est une considération vraiment plus éthique que politique. Donc, ça va pas. Donc, pour revenir à notre idée de l'évolution de la gestion partagée des mobilités et migrations, on peut dire que la tendance est à la fois celle d'impliquer davantage les pays tiers dans la gestion de la migration et d'inclure de façon plus significative dans les processus de décision et de discussion des organisations de la société civile. Ça, c'était un des acquis qu'on avait remarqué, c'est-à-dire qu'il y avait cet élan discursif, cette déclaration de vouloir intégrer et faire davantage participer les instances de la société civile. Donc, si d'un côté, on peut constater comme l'extension de la collégialité et de la discussion sur plusieurs thématiques, notamment le développement, l'environnement, les droits fondamentaux, sont plus collégiales et sont plus, ont prévu une implication plus directe de la société civile. Pour ce qui est de la migration, il faut quand même constater que, étant la migration liée de plus en plus à la dimension de la sécurité et de la défense, disons que la société civile a moins d'accès dans ces cadres. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais disons que l'extension du dialogue et de l'échange avec la société civile n'a pas été symétrique. Il a été plus intense par rapport à certaines questions et moins intense par rapport à d'autres questions qui restent du domaine un peu plus spécifique, la sécurité, etc. Ça, c'est, je reviens, c'est mon avis, c'est ma lecture de l'évolution. On pourra en discuter plus tard. Je vous dis ça parce que j'ai quelques éléments à l'appui de cette thèse. C'est-à-dire que en préparant cette séance, j'ai travaillé sur, par exemple, un dossier produit par le ministère de la Défense italienne, un centre d'études stratégiques qui est consacré à la migration à travers le Maghreb, migration irrégulière à travers le Maghreb et vers l'Union européenne. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas mention de société civile, il n'y a pas mention d'implication de la société civile, et le discours qui concerne la mobilité humaine est plutôt clair, et plutôt net, et ne va pas dans les sens des priorités qui sont affichées par l'Union européenne. Donc, il y a un décalage, et ça, c'est un discours spécifique, interne, national. Mais c'était pour faire un exemple de cet ordre de discours complexe. Il n'y a pas une linéarité, il n'y a pas un discours unique sur ça. D'accord ? Le global approach est une ouverture, mais aussi une complexité. Ça implique une complexité, parce que plus l'approche est globale, plus il faut défendre cette possibilité d'entendre plusieurs voix. Voilà. Donc, pour analyser en quoi consiste le Global Approach for Migration and Mobility et comment elle s'est traduite en pratique, il est intéressant de partir d'abord sur du discours avec lequel elle est véhiculée par les institutions et aussi nationales. Je vais vous montrer pourquoi.
Et par la suite, on verra, comme je vous disais, quels sont dans les blocs suivants, quels sont les instruments par lesquels elle se matérialise, elle se concrétise grâce à l'intervention de Sarah que j'ai déjà mentionné. Donc, là, je vais sur la page de Migration et Affaires intérieures de la Commission, dans laquelle on le dit. Au cours de la dernière décennie, l'Union européenne a fait des pas importants vers l'élaboration d'une politique migratoire véritablement globale, fondée sur des principes politiques communs et sur la solidarité. L'approche globale sur la migration et la mobilité est, depuis 2005, le cadre général de la politique extérieure de l'Union européenne en matière de migration et d'asile. Ce cadre définit la manière dont l'Union européenne mène ses dialogues politiques et sa coopération avec les pays tiers sur la base des priorités clairement définies et intégrées dans l'action extérieure globale de l'Union européenne, y compris la coopération au développement. Ça, c'est les cadres du discours. C'est très, très large, mais vous voyez un peu les vecteurs, donc les lignes de travail. Priorité. Le Global Approach to Mobility and Migration est un exemple de coopération internationale, disons, de la meilleure coopération, je traduis un peu de l'anglais, donc c'est exemple de coopération internationale, tenant compte des intérêts et des objectifs de tous les parties concernées, l'Union européenne, les pays partenaires et les migrants eux-mêmes. L'agenda est équilibré et complet et vise 4 objectifs, disons très inclusifs. On met maximiser l'impact de la migration et de la mobilité sur le développement et la promotion de la protection internationale et le renforcement de la dimension extérieure de l'asile. Lu comme ça, c'est évidemment un discours très, très positif. Après, si on va voir avec quels instruments, ce qu'on fait après, avec quels instruments on essaie d'articuler cette politique, on voit qu'il y a des points de tension, des points de négociation qui ne sont pas si équilibrés et complets que ça, disons. Le respect des droits de l'homme est une priorité transversale de ce cadre politique. Est mis en œuvre par le biais de plusieurs instruments politiques, dialogues politiques bilatéraux et plans d'action. D'instruments juridiques, tels que les accords de facilitation de visa et de réadmission, des soutiens opérationnels, des renforcements des capacités, ainsi que des soutiens aux programmes et projets mis à la disposition des pays tiers et d'autres pays prenants, par exemple la société civile et les organisations internationales. Donc la société civile apparaît dans les viseurs, dans l'écran. Mais là, on commence déjà à voir sur quels sont les vecteurs d'organisation de ces discours. Donc, il y a une dimension technique. Donc, on a des instruments, les instruments politiques, des instruments juridiques, des instruments techniques. Dans cette présentation que j'ai assez résumée et dont j'ai pris une partie minime, on peut retrouver une perspective globale qui est celle qu'on peut retrouver d'ailleurs à une échelle encore plus large, qui est celle du Global Compact for Migration il faut quand même mettre en perspective la dimension du Global Approach de l'Union européenne et les discours du Global Compact for Migration. Ici, par contre, on décrypte assez bien la structure dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui est concentrique. Si le phénomène global, dans cette introduction, on parle aussi des dynamiques sud-sud, il est plutôt évident que le vecteur fondamental de cette politique est celui qui va du centre vers l'extérieur pour gérer, canaliser, détourner une mobilité humaine qui bouge dans les sens opposés. Si vous voulez, il suffit de prendre en compte l'iconographie de
de l'agence Frontex pour vous montrer un peu comment aux gens, les habitants de la région de l'Île-de-France de bouger sans forcément passer par le centre. C'est-à-dire pour laisser une circulation périphérique se développer sans que le centre soit investi plus que le nécessaire, disons ça. Je ne sais pas si c'est un exemple pertinent, mais je me dis que c'est quand même utile de garder ça un peu dans le... Bon, c'est un exemple, c'est une comparaison qui m'a aidé à penser cette idée des centres concentriques, donc de cette approche globale qui n'est pas linéaire, mais qui est une approche globale faite de, on pourrait le visualiser comme une série de centres concentriques, d'accord? Parce que les politiques ont cet effet. Le Global Approach, la Commission s'attarde sur la dimension de partenariat et d'intérêt commun qui caractérise cette démarche. On rentre un peu dans les détails. Donc, je cite, j'ai déjà lu tout à l'heure, mais le Global Approach est un exemple de coopération internationale à son meilleur. Donc, tenant compte des intérêts, des objectifs de tous les parties concernés, l'Union européenne, les pays partenaires et les migrants eux-mêmes. Or, si les intérêts et les objectifs des pays partenaires peuvent et sont objets de négociations, et c'est de ça qu'on parle, l'intérêt des migrants ne ressort pas de manière flattérée. On les considère ce qu'on considère bon pour eux, de notre point de vue, et donc neutralisant toute dimension de agency qui leur revient en tant qu'individu. C'est-à-dire que l'implication de la société civile disons, des représentants de la migration et de la diaspora dans les pays de départ, de transit ou de destination est de plus important dans la mesure où c'est cette voie qui manque un peu dans le viseur. Quand on parle de Global Approach, il y a les pays de l'Union européenne, il y a la Commission, il y a les pays, le voisinage, il y a les pays tiers, etc. Mais là, quand on nous dit les intérêts et l'objectif des migrants même, ça n'apparaît pas souvent dans le viseur. La dimension, et je reviens sur, je suis anthropologue, donc j'essaye de prendre le point de vue de tous les acteurs qui sont dans la scène, dans la situation, mais le point de vue du migrant n'est pas forcément pris en compte. Les points de vue, pas la Palestine, parce qu'entre l'intérêt et les points de vue, il y a un petit décalage. Je peux imaginer que je peux penser à l'intérêt des personnes en migration, mais est-ce qu'il y a une consultation avec ces mêmes personnes pour déterminer, pour discuter d'une approche globale à la mobilité ou pas? Ça, c'est une question. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Je voudrais vraiment ouvrir un débat parce que je crois que c'est pertinent, cette dimension de l'agency. Je reviens en référence à ce qu'on disait sur le 2015. À titre exemplaire, la distinction entre mobilité et migration, et à son intérieur, entre une migration légitime car liée à une demande de protection internationale et illégitime car liée à des nécessités autres, on a déjà exclu la mobilité. Donc, il y a une mobilité, donc une migration légitime. Après, on passe, le reste, c'est la migration. Et dans la migration, vous avez à la fois le demandeur d'asile, donc une demande légitime, et vous avez un reste. Moi, c'est sur cette reste que je vais me concentrer. Cette reste est problématique, à la fois car le concept même d'asile est progressivement mis en discussion, avec des niveaux différents de vulnérabilité, etc. etc. Donc ça, c'est un des éléments qu'il faut quand même interroger. Qu'est-ce que c'est l'asile aujourd'hui et comment on le lit? Il suffit de penser, et une des raisons pour lesquelles la périodisation de 1990 fait sens, c'est que avec, disons, la modification géopolitique majeure donc de
comment dire, évolution des blocs mondiaux, l'asile, la nature de l'asile a été modifiée aussi. Donc, il y a eu une autre couche qui a impliqué une nécessité de relecture de ce qui est la Convention de Genève pour le réfugié, si vous voulez, qui avait été conçue à l'époque, qui est un texte historique. C'est un texte historique qui est fondamental et duquel on ne peut pas se passer, mais qui est connoté par une situation historique qu'on doit considérer, parce que l'histoire a changé, la situation a changé, donc la situation de l'asile, ça c'est mon humble avis, a changé. Et donc ça, c'est un élément. Et l'autre élément, c'est que la migration économique, au lieu d'être considérée une forme de mobilité humaine qui mérite d'être comprise et légalisée, donc ça, c'est un débat qui est très important, qui a été fait déjà à plusieurs occasions et qui vous concerne aussi, est devenu synonyme de migration irrégulière, notamment pendant la saison de l'approche hotspot. C'est-à-dire, au lieu de dire ça, c'est une migration, une mobilité, ça pourrait aller dans le sens d'une mobilité. C'est considéré un peu une provocation ce que je vous fais. C'est-à-dire que je n'ai pas des réponses. Je veux que les discours évoluent. Mais à un moment donné, si vous pensez, la saison hotspot, la saison de l'approche hotspot, donc entre 2015 et 2018 en particulier, là ça s'est un peu modifié. Cette situation a produit un refus d'entrée sur le territoire italien massif pour tous les Tunisiens qui sont restés des mois, qui sont bloqués dans le hotspot de Lampedusa parce qu'ils étaient considérés sur base nationale, autre problème qui renvoie à la question de la gestion de l'asile, comme des personnes, comme des migrants économiques et donc non admissibles à la procédure d'asile. Ça, c'est un élément assez important, discursif, mais qui a une retombée pratique. C'est-à-dire, grâce à cause des rapports, des négociations entre le pays et donc la notion de pays sûr, etc., qu'on avait déjà vu, à ce moment-là, a priori, sur une base nationale de pays sûr, une personne est exclue presque de façon mécanique de la possibilité d'accéder à la procédure d'asile parce qu'il est considéré, il est objet de la suspicion d'être un migrant économique. Un migrant économique qui ne serait pas... Non, stai parlando con me. Non, je voyais que tu parlais, mais ce n'était pas avec moi. D'accord. Donc, après cette petite parenthèse, bon, c'est une ouverture que je voudrais après qu'on discute ensemble, parce que je pense que c'est assez important. On peut revenir sur les intérêts des pays partenaires. Donc, comment s'articule comment s'articule cette relation? Comment, à l'intérieur de cette approche globale, il y a des lignes qui se dessinent. Donc, qui sont les pays partenaires et comment l'Union européenne met en place des politiques pour solidifier, pour concrétiser cette idée d'approche globale. Alors, je prends un texte du gouvernement français de 2012. L'approche globale des migrations peut être définie comme la dimension extérieure de la politique de l'Union européenne en matière de migration. Elle se fonde sur un véritable partenariat avec les pays tiers et couvre l'ensemble des questions ayant trait aux migrations d'une manière exhaustive et équilibrée. Migration légale, lutte contre l'immigration illégale, lien entre migration et développement et dimension extérieure de l'asile. Donc on revient sur le même discours avec la petite touche nationale parce que la France, dans ce cas-là, soutient ce processus pour qu'elle constitue le pendant européen de sa propre politique bilatérale. Et elle fait référence aux accords de gestion concertée des flux migratoires. C'est-à-dire que c'était pour vous montrer un peu l'accord. Le global implique une ouverture, mais aussi une nécessité d'interaction avec l'intérieur. Et quelle est la politique bilatérale française en matière de gestion de migration et comment cette politique se superpose, se croise avec la politique européenne. Bon, après, il y a une description de différents utiles. Donc, là, on renvoie au processus de Rabat notamment, donc, qui est
à plusieurs étapes, donc a permis de constater que le processus s'enracine dans une réalité des coopérations pratiques très dense et qu'il est maintenant entré dans sa phase de maturité. Donc aujourd'hui, on a la maturité des processus d'érable. Confronté aux réalités migratoires et économiques actuelles particulièrement difficiles, l'ensemble des partenaires partagent une communauté d'analyse et de vues, notamment sur la question de la migration illégale. L'axe, c'est très axé sur la migration illégale. On met en place des instruments qui sont les partenariats pour la mobilité. Et c'est pour ça que je reviens à la périodisation. Dans ces cadres des partenariats pour la mobilité, dans cet texte du gouvernement français, on dit par ailleurs, dans les contextes des mouvements des personnes induits par les printemps arabes, les conseils et la commission ont décidé de lancer des dialogues sur la migration, la mobilité et la sécurité avec les pays de la rive sud de la Méditerranée. Ces dialogues doivent aboutir à la conclusion des partenariats pour la mobilité avec le Maroc et la Tunisie dans un premier temps. D'accord ? Donc ça, c'est pour revenir un peu à une périodisation et dire, OK, il y avait un discours déjà lancé sur le Global Approach, etc. Maintenant, il faut l'intensifier parce qu'à cause de ce qui s'est passé les printemps arabes, on doit axer, on doit être réactif sur ce front. Pardonnez-moi si j'utilise le mot front, c'est plutôt dans un sens général et pas militaire, mais sur ce front. Et du coup, on met en place des éléments, donc les missions migratoires, les plateformes pour la coopération et des instruments qu'on appelle les bilans migratoires, c'est-à-dire des outils. Et il y a toute une liste d'instruments très techniques d'analyse et de services offerts par la Commission européenne, par l'Union européenne, pour aider et pour accompagner les pays partenaires dans cette parcours. Cette dimension des nécessités, donc qui s'est définie en 2011, après les printemps arabes, nous permet de focaliser un peu sur la politique européenne de voisinage, parce que dans cette idée de centre concentrique, c'est intéressant de voir qui est le premier. Le premier, c'est la politique européenne de voisinage, et nous, on se focalise sur la politique vers le sud. La politique européenne de voisinage a été créée en 2003 comme un nouveau modèle d'association politique et d'intégration économique avec les 16 voisins immédiats de l'Union européenne qui allaient accueillir 10 nouveaux membres en 2004, déplaçant ses frontières vers l'Est. Bon, ça, c'est un peu. Ayant pour base juridique l'article 8 du traité de Maastricht, elle vise à établir un espace de prospérité et de bon voisinage. Excuse-moi. Non, c'est juste pour te demander, can you please like slow down? À établir un espace de prospérité et de bon voisinage fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération. Ça, c'est disons, le mandat en 2003-2004, avec cette idée de préparer le voisinage pendant que l'Union européenne s'élargissait et atteignait et arrivait à sa taille actuelle. Donc, pour atteindre ces objectifs, la politique européenne de voisinage dispose de son propre instrument financier, instrument européen de voisinage. Je me passe des chiffres. La grande majorité des fonds sont canalisés de façon bilatérale afin de financer les réformes et les priorités reproduites en accord avec chaque partenaire dans leur programme d'action respectif. Alors, dans cette idée de politique européenne de voisinage, ce qu'on constate, qui fait partie, comme je vous disais, c'est les premiers cercles du Global Approach, on peut remarquer cette volonté qui a été après remarquée et soulignée, si vous voulez, en 2016-2017, c'était déjà axé sur une action sur mesure, c'est-à-dire sur un dialogue, et je reviens à la question, à ce que nous disait la France, c'est-à-dire à
à une élaboration d'accords bilatéraux qui permettaient de mener une politique disons, à géométrie variable. C'est-à-dire, dans certains contextes, c'était possible d'avancer, et donc on a avancé. Dans certaines situations, c'était nécessaire de remettre à plat des bases, etc. Donc, c'est ce qui a été fait. Et dans d'autres cas, il y a eu des cas disons, d'émergence et des conflits notamment, d'où la nécessité de bloquer le processus et de le mettre en stand-by et de changer un peu le paradigme. Par exemple, je pense à la Libye, je pense que la géométrie variable est assez importante dans cette idée de politique européenne de voisinage. Je reviens à ce que je disais au départ, ce n'est pas quelque chose qui avance de façon symétrique. Ce n'est pas un bloc c'est vraiment quelque chose qui se construit à fur et à mesure en relation à ce qui se passe dans les pays interlocuteurs, forcément. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, qui se fait aussi en relation à l'évolution des trajectoires de migration des personnes. Attention, parce que là, on parlait de politique des voisinages. Et disons que dans l'idéal, on peut se mettre d'accord pour que l'Espagne et le Maroc arrivent à trouver qu'on trouve des accords avec les Maroc, qu'on trouve des accords avec la Tunisie. Mais en amont, il y a aussi la mobilité des personnes et l'évolution des voies et des trajectoires de migration. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens, je peux dire. Les routes, les trajectoires de migration changent pour X raisons, dont la stabilité ou instabilité politique des pays de transit et la dimension du contrôle frontalier, par exemple l'Union européenne. Et en même temps, l'Union européenne met en place des politiques pour modifier. Donc, ça impacte, ça modifie les trajectoires. C'est-à-dire que l'implémentation des politiques, à la fois de la politique européenne de voisinage et, disons, plus loin, si on pense au Mali, si on pense au Sénégal, si on pense au Niger, etc., que pour se référer à l'Afrique, mais un peu, disons, sur le côté Est, c'est un peu plus impacter une certaine mobilité. On peut parler des accords et disons, du contrôle militaire des accords et du soutien politique aux réformes au Niger par rapport à l'activité de passeurs externes. Mais il y a une loi précisément en 2015 qui d'un côté pénalise, donc s'attaque à ce qu'on appelle les passeurs, mais d'un autre côté est responsable d'une modification des routes qui a produit un nombre exorbitant de décès et de morts, d'accidents, parce que d'autres routes ont été prises. C'est important de voir la politique européenne de voisinage entre une politique de gestion de première frontière externe de l'Union européenne, dans la Méditerranée par exemple, mais aussi en amont tout ce qui se passe et toute la dimension de contrôle que les politiques, les pays du voisinage sont contraints, doivent ou peuvent assumer vis-à-vis d'une mobilité humaine et d'une migration qui part d'ailleurs. C'est-à-dire que la Tunisie, je vous faisais l'exemple de l'approach spot. À la fois, la Tunisie est un pays de potentiel départ des personnes qui deviennent des migrants économiques parce qu'ils n'ont pas droit à l'accès à la procédure d'asile pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais aussi un pays de transit. Et du coup, il y a une application à double niveau. C'est important de garder ça à l'esprit, c'est-à-dire que la politique européenne de voisinage est à la fois pour axer sur, disons, le développement du système politique des pays du voisinage, mais elle a aussi un impact sur la capacité de ce pays d'assurer les rôles de allié, si vous voulez, de l'Union européenne dans le contrôle des frontières en aval.
plus à l'extérieur. D'où cette externalisation et cette idée de centre concentrique lié à la gestion de la migration. C'est important de garder cette dimension. On pourra parler après des instruments, on parlera à la fin des instruments, mais je vais essayer d'accélérer un peu. Mais la question de la politique, alors quand je commençais à parler de ce texte du gouvernement espagnol concernant la politique européenne de voisinage, et dans ces recommandations, on mentionnait, bon, je vous le lis, l'Espagne considère que ce processus devrait permettre à la politique européenne de voisinage d'être plus efficace et souple, sans renoncer pour autant aux caractéristiques essentielles de l'unité, à la prévisibilité et à la vision de long terme. À cet égard, l'Espagne a défendu les idées principales suivantes. Il conviendrait de changer l'approche de la PEV de sorte qu'elle ne soit pas perçue comme un exercice paternaliste. Moi, ça m'a touché ces mots parce que qu'est-ce que ça nous raconte? On pourra en parler. Elle devrait reposer sur le principe de co-appropriation et sur une meilleure utilisation du principe de différenciation pays par pays, de manière à établir avec chaque partenaire une véritable relation de partenariat mutuellement acceptable et adaptée à ses réalités et à ses ambitions particulières, y compris les champs, la compatibilité avec d'autres espèces politiques et économiques existantes. Il convient d'accorder une plus grande attention politique au voisinage sud, qui a une grande importance stratégique et pose une série de défis de l'Union européenne: migration, terrorisme islamique, Ebola. Okay. À cet égard, la répartition traditionnelle des fonds 2 tiers sud, 1 tiers est doit être maintenue, etc. etc. Bon, cette idée est celle qui a été reprise en 2016 de la révision de la PEV dans cette optique-là. Federica Mogherini aussi a parlé de flexibilité et d'une approche plus souple. Ça, c'est important. Bon, comment on va intervenir dans cette idée de souplesse qui s'applique à la fois à la politique européenne de voisinage et au global approach? C'est en se donnant des instruments qui peuvent être variables. Bon, là, on revient sur le fonds fiduciaire, mais Sarah qui nous en parlera, et un travail à géométrie variable et qui s'active sur des questions spécifiques. La référence à la question de la sécurité du terrorisme est assez importante. Et aujourd'hui, pour donner un élément ultérieur, là, on parlait de Ebola, on mentionnait Ebola. Moi, ça ne m'étonnerait pas que pour des mesures de sécurité sanitaire dans le futur, on puisse mobiliser certaines politiques et certains instruments contraignants pour cette je vous rappelle qu'en Italie, il y a des personnes qui ont été mises en quarantaine sur un bateau en arrivant en Italie de Tunisie ou de Libye. Je ne me souviens plus de quelle provenance était le bateau, mais il a été bloqué et il y a eu une création de ce qui avait été déjà évoqué auparavant, de cette idée de hotspot flottant, qui est une forme de externalisation extraterritoriale, si vous voulez, d'un blocage de personnes qui n'était pas justifié parce que les personnes ont eu les tampons négatifs. On les a mis sur le bateau, tampons négatifs, mais pour des raisons sanitaires, ils ont été bloqués. On m'a confirmé, donc ça c'est des choses qu'on est en train d'étudier, qu'il n'y a pas d'autres examens et pas d'enquête sur l'identité de ces personnes pour l'instant sur le bateau. Donc, on est en train de parler d'un hotspot de façon officielle, mais c'est un précédent. C'est un précédent assez important à remarquer. Je m'arrête là. Je pense d'avoir un peu ouvert le champ. Je vous laisse réagir si vous le voulez. Et après, je peux juste mentionner certains instruments et passer la parole assez rapidement à Sarah pour qu'elle nous parle de la question de fond, parce que je pense que c'est très important, mais étant elle une grande spécialiste du sujet, je préfère ne pas, comme vous avez vu, je ne suis pas rentré dans les détails des financements. Je peux juste vous dire qu'il y a une montée progressive de l'octroi d'argent et une certaine spécificité de l'utilisation de cet argent, mais c'est Sarah qui va en parler.
Et est-ce que vous voulez réagir à ce que je viens de dire? Est-ce que je peux vous mentionner certains des instruments qui sont à titre très simple, très exemplaire, pour mettre les points sur les questions problématiques? Et après, je passe la parole à Sarah. Donc, est-ce que vous avez des réactions sur disons, cette analyse un peu rapide du dispositif discursif de l'Union européenne vis-à-vis du Global Approach et de la politique européenne des voisinages? Est-ce que vous voulez que j'intègre avec d'informations? Comme tout à l'heure, il n'y a pas des milliers de personnes qui se jettent sur le micro, donc qui veut parler, il parle. Question. Là, je vois la chat. Merci. Attends, oui. Mohamed, j'ai une question. Et je ne peux pas donner la parole, moi, donc est-ce que Mohamed, vous prenez la parole pour cette question? Mohamed, on n'entend pas. Ouais. Mohamed, est-ce que vous pouvez l'écrire? Oui, oui. La question. Je vais lui écrire dans le chat pour lui demander si. Merci. Oui. Bon, après, il y avait une question de Christine, mais je pense que c'est dans l'idée de la progression qu'on peut insérer ça. Je n'ai pas de commentaires hyper spécifiques à faire là-dessus, mais peut-être que Sarah, plus tard, pourra nous dire un petit mot. Et aussi pour les interprètes, il faudra faire une pause Okay. avant l'intervention de Sarah, peut-être. On peut la faire maintenant si vous voulez. On se fait, parce qu'on n'a pas énormément de temps, on a encore 45 minutes. J'ai un peu exagéré. Oui, est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui. Oui, moi j'ai une question sur l'approche globale de l'Union européenne. On a un problème avec les accords signés de l'Union européenne avec les pays du Sud et les accords bilatéraux signés entre pays. C'est-à-dire, par exemple, on a eu un accord entre l'Italie et la Libye. C'est un accord bilatéral entre l'Italie et la Libye qui n'est pas forcément celle de l'accord de l'Union européenne. C'est un accord qui ne partage pas forcément la vision globale de la politique de l'Union européenne. C'est-à-dire, on a un problème avec les accords bilatéraux signés entre pays. Je suis totalement d'accord. On a un problème. Non, ce que je peux dire, moi, c'est qu'effectivement, ça c'est toujours ma lecture, mais les accords bilatéraux, c'est pour ça que j'ai cité à la fois l'Espagne et à la fois la France. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des politiques bilatérales qui continuent et que c'est un objet de discussion à l'interne aussi de l'Union européenne sur quelle est la ligne. L'idée que l'Italie aille forcer sur à la fois l'Union européenne et disons, les organisations internationales, par exemple, pour l'attribution d'une zone maritime libyenne, etc., ça fait partie d'un niveau de politique qui s'entrepose entre qui est sous-jacent, si vous voulez, à la dimension européenne. Et ça c'est très important à le souligner. Et je pense que ça fait partie d'un processus et ça fait partie ça explique certaines tensions, certains positionnements. Je vous rappelle que par rapport à la situation libyenne, le conflit libyen,
il y a eu des positionnements assez divergents des pays européens, hein, sur les 2 blocs, etc. Il y a eu un support. La France comment dire, voulait octroyer des assets militaires, des contrôles à la Libye. L'Italie le fait. Je veux dire, il y a tout un travail en parallèle qui se fait et qui est axé sur une dimension un peu plus sécuritaire, comme je le disais souvent, et qui échappe au regard de la société civile et j'imagine aussi un petit peu à l'égard de l'Union européenne. C'est-à-dire on sait très bien que la situation libyenne intéresse l'Italie et la France, par exemple, pour des raisons économiques, purement économiques et des ressources, qui ne rentrent presque jamais dans le viseur. Il y a un article de l'Avenir qui est sorti il y a quelques jours qui parle effectivement de la liaison entre disons, la mobilité et la migration et l'exploitation des ressources pétrolières. C'est une situation compliquée. Ce n'est pas un hasard qu'on aille geler l'évolution des processus européens vis-à-vis de la Libye, parce que c'est un terrain très, très glissant et très compliqué. Jusqu'à maintenant. Pour résumer vraiment l'essence des interventions de Filippo, je pense qu'on peut se dire qu'il y a eu un moment où on a un peu abandonné les politiques d'accueil et d'intégration pour privilégier des politiques de gestion des frontières et politiques d'externalisation. Avec des dates clés, l'année 2011 sûrement, l'année 2015 où a été inventée cette histoire de la crise migratoire sur la base des chiffres qui étaient bien loin d'une vraie crise. Et ensuite, la discussion au cours du prochain budget de l'Union européenne 2021-2027 maintenant. Donc, cette même logique, on la retrouve dans les budgets. Je vais analyser 3 blocs. Tout d'abord, la discussion sur l'ancien MFF. Vous savez, la politique de l'Union européenne a des budgets de 7 ans. Donc, celui précédent allait de 2014 à 2020. Les prochains qui est en cours de négociation aujourd'hui va de 2021 à 2027. Donc, en 2014, les uniques instruments budgétaires dédiés à la migration et de l'asile étaient des instruments des politiques internes, donc de gestion de la migration à l'intérieur de l'espace européen. On avait les fonds AMIF, donc c'est les fonds de gestion de la migration et intégration, l'AIS, c'était pour intégration, qui était un instrument budgétaire qui permettait un support économique des États membres dans les politiques d'accueil et d'intégration, un support aussi à les actions de la société civile en Europe pour l'intégration et l'accueil des migrants. Et il y avait tout un volet dédié au retour, donc à la partie plus répressive de la gestion de la migration. Donc, on avait encore une dynamique qui était très lié en dimension positive de l'accueil de l'intégration. Ensuite, on avait les budgets sur la sécurité interne qui relevaient plutôt de la partie de la gestion de la migration et des frontières. Pour vous donner en mesure, par exemple, les fonds, c'est qu'on appelle les fonds AMIF, donc ces fonds accueil, intégration et retour, étaient de 3 milliards d'euros. Les fonds de la sécurité intérieure était de 3,7 milliards d'euros. Et ensuite, il y avait les 2 agences européennes, EASO, l'agence pour l'asile, qui avait 109 millions d'euros, donc un petit budget. Et ensuite, l'agence Frontex, qui, comme on l'a bien expliqué, Philippe, gère les procédures des retours, les procédures des contrôles des frontières, avait un budget de 608 millions d'euros. Pardon. Pour ce qui concerne les fonds pour l'externalisation, était plutôt sur une base nationale. Donc, c'était des budgets espagnols pour la politique d'externalisation au Maroc. C'était du budget italien pour la politique d'externalisation. Alors, quand j'entends externalisation, j'entends par là la sous-traitance des systèmes de contrôle, mais aussi les politiques des retours et la signature des accords de réadmission. Étaient plutôt donc sur des budgets nationaux et des politiques nationales. En 2015, donc la création de cette crise des migrants, alors quand j'ai dit que ça ne relève pas de la réalité, c'est parce que si on pense aux 3 millions de Syriens qui étaient au Liban,
imaginer qu'1 million des migrants sur 28 États membres soit en invasion, c'est quand même assez relatif. Donc voilà, je tiens toujours à les préciser. Donc, mais on parle des crises des migrants, on commence à véhiculer vraiment la logique de l'invasion. Et là, les budgets qui avaient été alloués pour les MFF 2014-2020 semblent ne pas suffire pour la gestion que l'Union européenne a en tête de la migration. Et donc, c'est à ces moments-là que tous les budgets que je viens de vous citer vont augmenter. Notamment, par exemple, les projets AMIF, à l'intérieur desquels il y a l'accueil, l'intégration, mais aussi les retours, augmentent de 112%. Donc, ils passent de 3 milliards d'euros à 6 milliards d'euros. L'agence Frontex augmente son budget de 161%, donc il passe de 628 millions d'euros à 1,6 milliard. Donc, presque 2 fois doublé son budget. La même chose, l'agence EASO a une augmentation qui touche les 300%. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe en 2015? C'est la première fois que l'Union européenne, les institutions européennes, notamment Conseil et Commission, ont créé des budgets pour les politiques d'externalisation. On avait vu avant, c'était plutôt sur base bilatérale, mais non, en 2015, il y a des budgets précis sur externalisation. On a parlé du fameux budget 3 plus 3 milliards d'euros à la Turquie pour la mise en place de l'accord Union européenne-Turquie qui s'engage donc à contrôler ses frontières avec la Syrie, mais aussi ses frontières avec la Grèce. Et l'institution, le 25 novembre 2015, de ce qu'on appelle les fonds fiduciaires pour l'Afrique. Donc, une enveloppe totale de 4,3 milliards d'euros qui vient principalement, donc cet argent n'est pas créé de rien, donc on récupère cet argent principalement des fonds européens de développement et donc on structure cette relation des conditionnalités entre la logique du développement des pays de la rive sud et la logique des contrôles de la migration. On voit qu'avec ces projets, on finance quelques projets de développement, effectivement, dans la logique de la résilience. On finance des projets humanitaires, donc des protections à échelle internationale, mais on finance aussi beaucoup des projets de gestion de la frontière qui n'ont absolument rien à voir avec les concepts de développement, loin de là. Il y a un autre problème, on instaure l'idée d'invasion, émergence, urgence, flexibilité. Donc, ces fonds sortent du contrôle démocratique du Parlement européen. Donc, c'est principalement la Commission européenne avec les États membres, en collaboration avec des agences de développement des pays tiers qui décident, avec en partie aussi l'avis des pays de la rive sud, quel projet mener. Quel projet structuré? Donc, on voit par exemple l'Espagne qui a un rôle très central dans tous les projets faits au Maroc, l'Italie vers la Libye, etc. Donc, on voit aussi, bien que ce soit du budget européen, on voit un rôle central des États membres. Donc, un problème grave des manques de transparence, notamment sur le rôle démocratique des contrôles du Parlement européen. Donc, le troisième budget qui est créé, c'est les fonds fiduciaires MADAD, que c'est plutôt vers les Liban et la Jordanie. C'est plutôt des projets, c'est un budget de 1,8 milliard d'euros dans la logique d'éradiquons les réfugiés syriens, notamment au Liban, en Jordanie, ainsi qu'ils évitent de rejoindre l'Europe. Donc, 3 nouveaux instruments qui sont créés pour la politique d'externalisation. Depuis qu'il n'y en avait pratiquement pas, on crée les budgets Union européenne-Turquie, les fonds fiduciaires pour l'Afrique et les fonds MADAD. Je tiens, et au milieu de tout ça, il est important aussi de rappeler qu'il y a des projets qui sont du pur développement, bien qu'il y a des projets qui n'ont rien à voir avec le développement et qui sont pourtant vraiment de ce qu'on appelle border management. Je vais prendre un exemple du Maroc parce que je vois qu'il y a beaucoup d'associations marocaines pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est les fonds fiduciaires au Maroc. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a une enveloppe totale qui va autour des 1 milliard d'euros, qui c'est le soutien de l'Union européenne au Maroc. Pour ce qui concerne la migration, on est autour des 350 millions d'euros. Et si on regarde, par exemple, quels projets mis en place par les fonds fiduciaires par l'Afrique, là, on découvre que s'il y a 22 millions d'euros qui sont pour des projets de protection et résilience, s'il y a 18 millions d'euros pour des projets à l'intégration, au support à l'intégration des migrants, on voit qu'il y a
189 millions d'euros pour des projets de gestion de la frontière et de renforcement des capacités des gardes-côtes marocains, ainsi que des autorités marocaines la gestion des frontières. Donc, 400% fois plus des projets de gestion de la frontière par rapport à des projets de protection. Donc, voilà, là, c'est assez évident et je parle sous la base des fiches, des données que je trouve sur les sites de la Commission européenne. Et il est intéressant de savoir, parce que ce n'est pas que des chiffres, c'est aussi la pratique, comment ce budget influence les politiques. Cet argent était principalement loué quand il y a eu une baisse des arrivées de la Libye vers l'Italie, mais il y a une augmentation des arrivées du Maroc vers l'Espagne. Donc, c'est là que si au début, après la Vallette, donc en 2016, l'Union européenne s'était beaucoup concentrée vers le Niger, ce qu'on appelle la route de la Méditerranée centrale, en 2017, il y a un déplacement d'intérêt budgétaire et politique vers le Maroc. Donc, tous ces projets sont structurés. Il est intéressant aussi de savoir que le Maroc, c'est une des rares pays qui reçoivent aussi du budget via les fonds fiduciaires, du budget structurel, donc de l'argent qui arrive direct aux caisses du gouvernement du Maroc pour la gestion de la migration. Il est intéressant donc de savoir qu'il y a tout un processus donc des changements de la politique de la part du Maroc. Donc, si avant on voyait plutôt dans les laisser passer les migrants vers la frontière, vers l'Espagne, là, suite à les déblocages de tout cet argent via les fonds fiduciaires, on voit un réel engagement de la part du Maroc que ce soit de la part des gardes-côtes marocains, que ce soit à niveau de la contrôle de la frontière terrestre, à s'engager. Et donc, on voit aussi directement la diminution croissante des départs du Maroc vers l'Espagne. Donc, les budgets sont strictement liés aux politiques. On en voit directement un impact sur les territoires, normalement en termes de diminution des départs et violation des droits fondamentaux sur les terrains. Je pourrais prendre un autre exemple assez dramatique de l'utilisation du fonds fiduciaire. Je cite qu'un projet, c'est un projet qui s'appelle IBM et c'est un projet financé donc par les fonds fiduciaires qui financent les gouvernements italiens pour les soutiens des, disons, gardes-côtes libyens, pour la création d'une MRCC, donc d'un centre de contrôle à Tripoli, et de la création d'une zone SAR libyenne. Les projets, c'est en deux parties avec un total de 91 millions d'euros. Et là aussi, c'est en totale opacité. Il y a eu plusieurs accès à l'information pour savoir comment cet argent a été utilisé et cela reste très vague. Concrètement, avec la création de cette MRCC, donc avec la mise en place de ces projets, on a calculé autour de 104 000 hommes, enfants et mineurs qui ont été refoulés avec les soutiens des gardes-côtes libyens depuis les eaux internationales vers les ports de Tripoli, vers l'enfer du port de Tripoli. Donc, vous voyez, quand on parle des chiffres, il y a toujours un impact des politiques et des conséquences sur la violation des droits fondamentaux. Venons aujourd'hui donc à la discussion autour du prochain budget 2021-2027. Vous le savez, on est en pleine négociation. En 2018, la Commission européenne a sorti la première proposition des différentes enveloppes auxquelles a répondu en premier tour le Parlement européen. Et ensuite, le 28 mai 2020, donc il y a quelques semaines, la Commission a fait une nouvelle proposition qui, bien sûr, vous imaginez, tenait compte de la situation de la crise sanitaire du Covid. Donc, avec un nouveau enveloppe budgétaire qui a été ajouté, qui s'appelle Next Generation EU. Regardons les chiffres qui intéressent la migration. Et là, par exemple, on voit bien que cette évolution des politiques, donc les rôles centraux des politiques d'externalisation, qui avant étaient plutôt secondaires, voire dans une dimension bilatérale, rentrent complètement dans les cœurs des politiques. Donc, on a deux budgets. Un budget pour la dimension interne de la migration et donc tout ce que c'est la gestion européenne de la migration. Et on a un nouveau budget qui est la dimension externe de la migration. Donc, on instaure vraiment cette idée de
financer la politique d'externalisation. Pour ce qui concerne la dimension interne, ces fameux budgets qui s'appelaient AMIF en 2014-2020 perd la I d'intégration et voit une augmentation des 6 milliards, c'était l'enveloppe totale qui est allouée entre 2014-2020, passe à 11 milliards pour 2021-2027, donc une augmentation du 59%. L'agence européenne EASO, qui passe des 0,45 milliards d'euros, passe à 1 milliard d'euros, donc une augmentation de 122%. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la création du nouveau instrument qui s'appelle Integrated Border Management Fund, donc un budget de gestion des frontières intégrées qui voit par rapport au ISF, qui était les fonds de sécurité interne, ce qui était vraiment alloué pour la gestion des frontières, qui passe à une augmentation du 307%. Donc, il passe des 2,7 milliards d'euros à 11 milliards d'euros en 2021-2027. Et ensuite, l'agence Frontex voit une augmentation du 130%, qui passe donc de 2,9 milliards finalement à 6,6 milliards. Et donc, ça, c'est pour la partie gestion interne. Il est intéressant qu'il y a toute une discussion en cours comme quoi les 5% du fonds AMF, donc qui perd l'AI, mais qui est donc pour la gestion européenne de la migration, peut être alloué pour les politiques d'externalisation. Donc, on prend aussi du budget interne pour la gestion externe de la migration. Et ensuite, les 2% du IBMF, donc du Fonds de la gestion des frontières internes, peut être utilisé pour la gestion de la frontière externe. Mais ce n'est pas fini. Vous savez, avec les nouveaux MFF, il y a un nouveau instrument qui regroupe un peu tous les budgets des politiques de voisinage, de développement, de la coopération internationale, qui s'appelle NDCI, et qui a une enveloppe totale autour des, il me semble, 86 milliards d'euros. Eh bien, il y a une discussion d'utiliser les 10% de ces budgets pour des projets d'externalisation, exactement comme était la logique du fonds fiduciaire. Donc, ça, c'est la proposition de la Commission. Maintenant, vous savez, on est en pleine négociation. Donc, maintenant, c'est au Conseil où MFF sera discuté les mois de juillet, de prendre une décision. Puisqu'il y a des pays comme la France qui pensent que c'est au moins 10% de ces budgets des politiques internationales de coopération doit être utilisé pour la politique d'externalisation. Il y a des pays qui disent maximum les 10%. Ensuite, il y a toute une discussion entre ce qu'on appelle la conditionnalité positive, c'est-à-dire, prenons l'exemple du Maroc, si le Maroc s'engage plus au contrôle des frontières, eh bien, il va recevoir plus d'argent au développement. Sinon, on a ce qu'on appelle la conditionnalité négative, c'est-à-dire, si le Maroc s'engage moins au contrôle des frontières, eh bien, on va lui enlever des fonds de développement. Mais en tout cas, la relation, c'est strictement lié entre migration et développement. Probablement, les fonds fiduciaires pour l'Afrique, qui va se terminer en fin 2020, sera inclus dans cette grosse enveloppe qui, vous imaginez, si on est autour du 90 milliards d'euros, les budgets pour la dimension d'externalisation, ça va être des 9 milliards d'euros. Donc là aussi, 2 fois plus ce qui est aujourd'hui les fonds fiduciaires pour l'Afrique. Donc, les calendriers, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, juillet, discussion au Conseil européen. Septembre, discussion entre septembre et juillet et août, discussion au Parlement européen. L'MFF 2021-2027 doit être approuvé en décembre 2020. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit clairement comme signal du budget et donc des politiques, c'est qu'il y a une augmentation très importante du budget alloué à la migration. Malheureusement, pas pour les volets accueil-intégration, mais plutôt sur les volets contrôle des frontières, retour et politique d'externalisation du contrôle des frontières. Je termine sur une note positive. Tout d'abord, j'espère que vous avez compris pourquoi ça a du sens de travailler sur les budgets, parce que ça permet de voir où vont les politiques et quelle importance on accorde à un dossier plutôt qu'un autre.
Et c'est très inquiétant cette dérive du budget qui relève d'une dérive des politiques. Mais aussi, il est important de faire sentir la voix de la société civile par rapport à ces budgets. Par exemple, il est très important de revendiquer un contrôle démocratique du Parlement européen sous tout budget, puisque c'est avec l'argent des contribuables européens, qui est utilisé. Il faut combattre cette logique de l'opacité de la gestion des fonds quand ça revient à la migration, notamment quand ça rentre dans les caisses de certains pays, que ce soit européens, mais aussi de la rive sud. Juste pour terminer sur un note positif, je vais vous signaler que 3 organisations, dont deux Italiens et une anglaise, vient de déposer une plainte à la Cour des comptes de l'Union européenne sur un projet financé par les fonds fiduciaires, ces fameux projets que je vais vous citer, des supports aux gardes-côtes libyens, notamment sur cette base: manque de transparence, utilisation des fonds européens pour des violations des droits fondamentaux comme les principes de non-refoulement, mais augmentation des morts comme conséquence de ces projets. Et souvent, trop souvent aussi, avec un logique de soutien économique qui peut avoir un impact aussi sur des stabilisations démocratiques des pays de la rive sud qui, dans l'envie de récupérer plus d'argent de l'Union européenne, sont prêts à bafouer les droits fondamentaux des migrants réfugiés sur leur territoire ou en transit de leur territoire.